Et c'est ça qu'on appelle l'indemnité d'immobilisation, parce que le vendeur a immobilisé son bien. Et là-dessus, le juge n'a pas de pouvoir de révision. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire c'est trop cher. Non. Si le bien vaut 1 million et qu'effectivement l'indemnité d'immobilisation c'est 100 000 euros, eh ben, ce sera 100 000 euros pour le vendeur. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, vous qui nous regardez sur cette chaîne YouTube ou qui nous écoutez sur la plateforme de podcast ou même sur les réseaux sociaux directement. Cette capsule, aujourd'hui, elle est dédiée, encore une fois, à l'immobilier. Elle est dédiée principalement à l'indemnité d'immobilisation, la clause pénale, le dépôt de garantie, le séquestre. On va parler de tout ça, on va y voir plus clair grâce à Sylvie Marcilly, qui est avocate en région bordelaise, mais qui peut évidemment intervenir partout en France, et qui d'ailleurs n'est pas juste une avocate, qui est l'avocate avec laquelle j'ai l'habitude de travailler sur les contentieux immobiliers. Donc je vous partage cette capsule aujourd'hui et je suis très content de l'avoir fait parce que souvent on confond un peu séquestre, dépôt de garantie, est-ce que c'est 5% du montant, est-ce que c'est un montant comme ça aléatoire, est-ce qu'on peut ne pas en mettre, et puis est-ce que vraiment on peut récupérer ça en cas de défaillance de l'autre partie, c'est quoi l'indemnité d'immobilisation, puisque c'est le titre quand même d'un paragraphe aussi souvent dans par exemple un compromis ou une promesse de vente. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la clause pénale, est-ce que la clause pénale est différente selon si c'est un compromis, si c'est une promesse unilatérale de vente. C'est quoi la différence d'ailleurs entre un compromis et une promesse unilatérale de vente? Voilà, donc grosso modo, comment ça se passe vous allez voir, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors vous allez voir ou entendre d'ailleurs, mais en tout cas, vous allez vous enrichir du savoir et de l'expertise de maître Sylvie Marcilly qui nous délivre beaucoup encore de valeur sur cette capsule. Je vous laisse l'écouter et surtout la commenter et la partager. À très vite, ciao. Indemnité d'immobilisation, je ne savais pas comment démarrer la capsule. Indemnité d'immobilisation, c'est un truc qu'on voit, c'est un titre d'ailleurs dans une promesse de vente, c'est un titre de paragraphe, indemnité d'immobilisation. On parle aussi des fois de clause pénale, on parle de séquestre, on parle de dépôt de garantie, on parle de tout ça. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair? Alors le séquestre ou le dépôt de garantie, c'est la somme dont les parties conviennent du montant à déposer quand on signe lorsqu'on achète, quand on signe la promesse de vente. Usuellement 5%? Usuellement. 5%, parfois ça peut être 0, ils se mettent d'accord sur aucun dépôt de garantie. Ça peut être 5 000 euros quand l'acquéreur n'a pas beaucoup de fonds, donc vraiment tout est possible. Ouais. Cette somme, souvent, c'est l'avance de l'indemnité qu'on va devoir à l'autre si la vente ne se fait pas. Alors, de l'indemnité qu'on va devoir au vendeur, mais c'est aussi valable du côté de l'acquéreur. Oui. Alors, cette somme, c'est le notaire qui la garde, il en est séquestre, et il ne peut la libérer que si le compromis ou la promesse de vente, mais je vais faire la différence après, la promesse de vente l'y autorise. Mais dans le doute, les notaires, dès qu'il y a le début d'une contestation, ils ne libèrent pas la somme, entre les mains du vendeur notamment, parce qu'ils se retranchent derrière l'article 1960 du Code civil, qui réglemente la fonction de séquestre, le dépositaire, qui dit qu'on ne peut se défaire de cette somme qu'on nous a remise, là je parle comme si j'étais notaire, qu'en cas d'accord des parties ou sur décision du tribunal. Okay. Donc s'il n'a pas la certitude d'avoir l'accord, par exemple, de l'acquéreur qui aurait disparu dans la nature, qui donne plus signe de vie, qui a son dépôt de garantie de 10 000 euros qui est là, il a laissé tomber la vente, il n'a rien fait pour que ça avance. Normalement, le vendeur dit je peux l'avoir, moi. Il l'a déposé pour ça. Et le compromis, souvent, la promesse de vente écrit que, à telle condition, si les conditions ne sont pas réalisées, si c'est bien de la faute de l'acquéreur qu'on ne va pas réitérer la vente, cette somme, elle peut être libérée entre les mains du vendeur. Pour autant, le notaire, il engage sa responsabilité si jamais il libère cette somme et qu'il y avait une contestation dont il n'avait pas été informé pour X ou Y raison. Donc, en général, par précaution, il demande aux parties d'aller saisir le tribunal pour demander une libération de cette somme. Ça, c'est important ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup qui se méprennent là-dessus et qui pensent que parce qu'effectivement il y a un montant au séquestre, ce montant est dû si les conditions ne sont pas remplies par l'autre partie. Alors qu'en fait, oui, ça peut être dû, mais que si un juge ordonne son exécution. Oui, bien sûr, sur décision du juge qui va dire qui avait raison s'il y a un désaccord. Et là, on parle effectivement en cas de désaccord parce que toi, tu interviens souvent quand il y a un désaccord. C'est ça. Ouais. Après, quand vraiment l'acquéreur a
rien fait pour que ça marche, cette promesse de vente, qu'elle aille au bout de la réitération, souvent, il n'est pas tout à fait d'accord pour finalement laisser tout son dépôt de garantie. C'est ça. Donc, il y a quand même tout un tas de débats qui sont soulevés à ce moment-là, de plus ou moins bonne foi, pour essayer de trouver un terrain d'entente sur cette somme qui est bloquée chez le notaire. Donc après, pour faire la différence entre l'indemnité d'immobilisation et l'indemnité conventionnelle ou clause pénale, ça dépend si on est en promesse unilatérale de vente ou en promesse synallagmatique de vente. À savoir un compromis. Voilà, promesse synallagmatique, c'est un compromis. Alors qu'une promesse unilatérale, c'est un autre avant-contrat et c'est pas du tout la même chose. Ouais, et le même engagement, et l'engagement des parties n'est pas le même. Pas du tout. Donc en synthèse, la promesse unilatérale de vente, c'est le vendeur qui s'engage à vendre à l'acquéreur s'il décide d'acheter. Et dans cet avant-contrat, l'acheteur, il n'a pas acheté. Il se réserve la possibilité d'acheter. C'est la levée d'option. Cette notion de levée d'option, on ne la voit pas dans le compromis. Parce que la levée d'option, c'est moi, l'acheteur, finalement, je décide d'acheter. Et en contrepartie de cette exclusivité qui est demandée au vendeur, si jamais l'acheteur décide de ne pas lever l'option, et c'est son droit, il indemnise le vendeur, et souvent c'est 10% du prix de vente. Oui. Et c'est ça qu'on appelle l'indemnité d'immobilisation, parce que le vendeur a immobilisé son bien. Et là-dessus, le juge n'a pas de pouvoir de révision. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire c'est trop cher. Non. Si le bien vaut 1 million et qu'effectivement l'indemnité d'immobilisation c'est 100 000 euros, ce sera 100 000 euros pour le vendeur. Ça peut pas être plus ou moins ? Ça ne peut pas être. Ça peut être plus s'il y a d'autres préjudices, mais ça ne peut pas être moins. D'accord. Parce que c'est comme ça, c'est conventionnel. Les parties sont convenues d'un prix en contrepartie de l'exclusivité qui a été consentie par le vendeur. Peu importe que l'acquéreur ait déposé 5 000, 10 000, 20 000 en séquestre. Ça n'a rien à voir. Le séquestre qu'il a déposé, par exemple, sur cette vente à 1 million d'euros, si c'est 100 000 l'indemnité d'immobilisation, s'il a versé 50 000 en séquestre, le notaire peut débloquer, sauf s'il ne veut pas le faire et qu'il attend la décision du tribunal, il peut débloquer les 50 000 euros et après, c'est au vendeur d'aller faire condamner l'acquéreur aux 50 000 euros suivants. Ok. Donc ça, c'est pas du tout le même régime juridique que la promesse synallagmatique de vente ou compromis, où là, en fait, les deux parties sont engagées dans le contrat de vente. Le vendeur, il a vendu, l'acheteur, il a acheté, et on suspend les effets de la vente à la réalisation d'événements qu'on a érigés en conditions suspensives. Donc, j'ai acheté, tu as vendu. On est d'accord sur la chose et sur le prix, à la condition que j'ai mon permis de construire, j'ai mon financement par un crédit bancaire. Et une fois que les événements sont réalisés, la vente, elle est parfaite. Il n'y a plus qu'à la réitérer. C'est pour ça qu'on parle de réitération, parce qu'en fait, on ne va que répéter une vente qui est déjà passée. Et c'est la réitération par acte authentique. Qu'est-ce qui se passe alors si l'une ou l'autre des parties ne veut plus ? La condition suspensive, elle se réalise ou pas, de manière fautive ou pas. Donc, quand je n'ai pas obtenu mon financement, mais que j'ai tout fait pour l'avoir, si j'en justifie dans les délais, c'est le jeu de la condition suspensive. La promesse de vente, elle n'a jamais existé. Donc, je n'ai jamais été obligée d'acheter parce que je n'ai pas eu mon prêt. Si, en revanche, elle est fautive, et c'est tout le contentieux qui est assez nourri sur ce sujet, on ne peut pas demander la clause pénale pour tout et rien. La clause pénale, c'est l'indemnité, c'est les 10%. C'est l'indemnité sur laquelle on s'est mis d'accord si jamais, par la faute de l'autre, on ne va pas réitérer. Ouais. C'est soit la faute du vendeur qui ne veut plus vendre, soit la faute de l'acquéreur qui n'a rien fait pour lever les conditions suspensives. Cette clause pénale, contrairement à l'indemnité d'immobilisation, le juge a un pouvoir de révision dessus. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Je sais que ce n'est pas évident de comprendre la différence et pourquoi le juge a son mot à dire là. Mais parce que ça ne rémunère pas la même chose. L'indemnité d'immobilisation, elle indemnise le prix de l'exclusivité. Oui. Alors que la clause pénale, elle indemnise une faute civile. Et comme c'est une sanction contractuelle, on considère en droit français que le juge a son œil à regarder sur ces sanctions qu'on se met l'un l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la clause pénale. Donc ça veut dire qu'en cas de promesse de vente, on parle d'indemnité d'immobilisation, mais pas de clause pénale. En promesse de vente unilatérale. Oui, unilatérale, pardon. Oui. Voilà. Donc, on n'utilise pas le terme clause pénale en cas de PUV. C'est ça. Ok. Ouais. Donc, concrètement, on peut aller chercher la clause pénale. Alors, en pratique, le juge ne va pas tellement réviser le montant. Quand c'est 10%, c'est 10%. Alors, on peut plaider que l'acquéreur a tout fait. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas eu son financement, puis il n'en a pas justifié dans les temps. Puis il s'est gouré sur le montant qu'il a demandé à la banque.
Et voilà, mais malgré tout, il était de bonne foi. Mais souvent, la bonne foi, ça ne suffit pas. Il faut être clair. Pour les juges, j'avais plaidé comme ça pour une dame qui s'était fait avoir sur une vente. Et elle n'avait pas eu son financement, mais elle n'avait pas demandé le bon montant parce qu'elle avait mal estimé son coût de travaux. En fait, son coût de travaux, elle l'avait estimé au moment de la vente. Elle était un peu pressée, il fallait acheter. Elle avait fait venir une entreprise qui s'est complètement plantée sur l'estimation. Elle avait estimé à 300 000 € son projet de travaux et en fait, c'était 600. Et derrière, elle n'a jamais eu son financement. Et elle n'a jamais eu son financement même dans les termes du compromis parce que la banque disait « mais vous n'allez pas faire les travaux. Vous me l'avez dit vous-même, c'est 600, pas 300. Donc vous n'allez rien en faire de ce bien, donc je ne vais pas vous le financer. » Donc elle n'a pas eu son financement. Elle a demandé des montants qui n'étaient pas conformes à ce qu'elle aurait dû demander à la promesse de vente. Donc elle est fautive. Et donc j'avais dit à cette juge voilà tout ce qu'elle a fait pour y arriver, voilà tout ce qu'elle a mis en œuvre. Elle est de bonne foi. Elle s'est fait un peu avoir par des vendeurs et une agence immobilière qui voulait la pousser à acheter ce truc que personne ne voulait acheter. D'ailleurs, quand on a plaidé 2 ans et demi plus tard, c'était toujours pas vendu. Ah ouais. Donc, ça n'a pas suffi. Alors, je le dis honnêtement, elle a été condamnée parce que, je me souviens très bien, c'était une audience où la juge intervenait souvent, et elle me dit, mais maître, c'est le contrat, c'est le contrat. Si un juge n'applique pas le contrat, à quoi ça sert de faire des contrats ? Elle a signé un compromis, elle n'a pas demandé son financement conforme. Oui. Voilà. Donc, on a souvent l'espoir, quand on est acquéreur, de faire baisser la clause pénale. Il faut vraiment, vraiment justifier auprès du juge de circonstances très particulières. Parfois, on y arrive. Et parfois, on arrive même à réduire à 1 € symbolique. Mais c'est assez rare. Et c'est normal, puisque c'est aussi un contrat, c'est un contrat. Voilà. Dans le cas d'une promesse unilatérale de vente, donc j'imagine qu'on peut aller en tant que vendeur réclamer cette indemnité d'immobilisation en cas de défaillance de l'acquéreur et malgré tout pouvoir vendre à quelqu'un d'autre puisqu'on est libéré et on ne réserve plus. Par contre, en cas de compromis, est-ce que j'ai cette liberté-là aussi ? C'est-à-dire le compromis, on n'a pas réitéré, mon acheteur du coup ne veut plus acheter, mais il veut pas me verser l'indemnité, donc la clause pénale, donc je vais chercher cette clause pénale au tribunal. Est-ce qu'entre-temps je peux remettre en vente ? Alors, il faut toujours s'assurer qu'effectivement, la promesse synagmatique de vente, le compromis, il est caduc. Donc, il faut bien respecter. Souvent, il y a des procédures qui sont détaillées dans le compromis, qui expliquent comment il est mis fin au compromis. Donc, ça, il faut le respecter. On peut faire une mise en demeure de justifier de refus de prêt si on n'a pas reçu les refus de prêt. Moi, ce que je conseille, c'est de toujours faire une sommation d'huissier à venir signer l'acte authentique. Parce qu'en fait, il faut après rapporter au tribunal la preuve que l'acquéreur n'a pas renoncé aux conditions suspensives. Oui. Et ça, on n'obtient pas le paiement de la clause pénale si on ne rapporte pas cette preuve-là. Parce qu'en fait, le prêt, le permis de construire, c'est toujours des conditions suspensives dans l'intérêt de l'acquéreur et il peut à tout moment y renoncer. Et si je ne rapporte pas la preuve que l'acquéreur il n'a pas renoncé ou l'intention de renoncer, je ne lui ai pas donné toutes les chances d'aller jusqu'au bout de cette vente dans laquelle moi, vendeur, j'étais engagée. Donc en fait, moi, je fais toujours sommer par voie d'huissier l'acquéreur de venir signer à une date dans l'étude notariale l'acte authentique. Et puis là, on se retrouve et puis on n'a rien à se dire parce que l'acquéreur ne vient pas. On signe un PV de carence, enfin le notaire rédige un PV de carence. Si l'acquéreur se présente et qu'il dit je ne veux pas acheter, puis voilà mes motifs, il signe ce qu'on appelle un PV de difficulté. Et ça, ça a beaucoup de valeur devant le tribunal. C'est un acte authentique. Et ça permet d'aller ensuite justifier de la mobilisation de la clause pénale. Et cette convocation, cette sommation, c'est qu'un huissier qui peut le faire ou le notaire de l'autre partie peut Le notaire convoquer. peut le faire. Après, moi, je préfère passer par huissier parce que je sais que l'huissier va respecter toutes les démarches dans le code civil, dans le code de procédure civile, sur ce qu'il doit faire pour toucher la personne. Donc, c'est mieux qu'un courrier recommandé. Voilà. Mais ça fonctionne aussi. Encore une fois, ça dépend de la rédaction du compromis quand même. Ok. Bon, super intéressant ce que je retiens, parce que la plupart des gens, effectivement, je le vois en discutant avec la plupart des gens, ne maîtrisent pas, c'est le fait que il faut une décision d'un juge pour vraiment, en cas de désaccord des deux parties, ou en tout cas qu'on n'a pas l'accord des deux parties pour la libération de cette indemnité, pouvoir en bénéficier, quoi. On est obligé Après, ça dépend des notaires. Moi, j'ai vu des notaires menacer, j'en ai eu un pour ça, menacer l'acquéreur d'aller donner 25 000 € quand même, c'était pas une petite somme, au vendeur en disant mais vous n'avez pas respecté les termes du compromis, donc je vais libérer les 25 000 € entre les mains du vendeur. Et j'ai dû faire un courrier recommandé au notaire en disant mais attendez, il y a une contestation.
vous la connaissez. Dès lors qu'il y a une contestation et dont il est informé, il ne doit pas le faire. Donc, il ne l'a pas fait. D'accord. Il écrit en me disant, bon, je vais pas le faire. Mm. On va remettre ça entre les mains du tribunal. Mais oui, honnêtement, 9 notaires sur 10, du coup, ne libèrent pas en faisant application de l'article que je t'ai dit. Toi, en termes de pourcentage, c'est combien, sur ces cas-là, transigent plutôt que d'aller au fond? Alors, il y a pas mal de contentieux où on va effectivement, je dirais la moitié. Ok. Ouais. Souvent, on se met d'accord sur un montant. Après, quand vraiment l'acquéreur, c'est souvent du côté de l'acquéreur, évidemment, qui veut récupérer son dépôt de garantie. Quand l'acquéreur n'a vraiment rien à se reprocher, je pense à un dossier où il s'est fait assigner, le pauvre. Quand il n'a rien à se reprocher, moi, je refuse. Je refuse la négociation et j'en justifie en disant non, mais je ne vous donnerai rien. Et ça marche aussi. Ouais. On peut s'opposer fermement. Alors, je pense à ton dossier où ce n'était pas non plus 100% facile. Donc là, on a fait une toute petite négo sur le montant du dépôt de garantie. Mais ça dépend des arguments des uns et des autres. Mais oui, on essaie quand même de ne pas mettre ça devant le tribunal parce que c'est aussi des dossiers où quand on saisit le tribunal, c'est le président de la chambre qui est saisi qui va prendre ces dossiers en revue. Et en général, ces dossiers-là, il les envoie directement en médiation. D'accord. Okay. Donc on perd souvent le temps de la médiation ou de l'accord des parties sur la médiation parce qu'on devrait trouver un terrain d'entente intelligent entre nous quand même. Ok, super. Franchement, merci beaucoup. On a balayé pas mal de sujets juridiques ensemble. Je suis un peu triste parce que tu vas devoir y aller et qu'on ne peut pas balayer le dernier qu'on voulait balayer. Rapidement. Ok. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, avec une capsule encore tout aussi intéressante du fait de l'expérience de Sylvie sur tous ces sujets de contentieux de la vente d'immo qui me passionnent, qui m'empêchent de dormir. Mais ce soir, j'ai bien de dormir parce que j'en ai appris plein, tu vois. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci en tout cas, Sylvie, et merci à tout le monde d'avoir écouté. Et j'espère que tous ces sujets vous intéressent et que vous arrivez à les digérer aussi. Ça reste du juridique. Merci, ciao, ciao.